Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. L'émission Nabisu, autre sur l'ensemble Masolo Yamboka Bandeko. Émission Alelo et assure les budgets. Bandeko, débat au sakanate si budget est 14 milliards. D'abord, bah féliciter le gouvernement Oyo parce que les bossés zakina 6 milliards, 8 milliards, mais bah salaire fort, bah commune à 14 milliards. Alors, les budgets à défense, bah pèse en priorité. Sur ce, bah voix bénézé élevé. Et tes situations à peuple, ils ont 5 à paix. Batala yango ba monete ti lelo ba institution ezo dwape kaka lar mingi. Donc ezo sengaki malgré ça, malgré le budget de 14 milliards, peuple congolais azo se retrouvé ti yango bande ko bena kata débat ba bengaki balobi non tozo kende wa parce que biso peuple peut s'en sortir, mais ba féliciter quand même gouvernement pour accueillir la budget à 14 milliards. Et puis surtout, on a parlé de Alingete Mout, Oma Mikolo Oyo. Au Tine Union Européenne, Bazotanga Kombonaï. Alors, awana débat, le Alingete, IGF a sali grand boulot. A même n'a pris pour penza la réseau-quota. Alors, le Colambongo Zokota Batubazo Yibali Soumingiti. Ba moni pena par rapport à 2018, 2017, 2019, bayo mona ka parti la lingeta bani boulot, beja l'été bani kofimba. Sur ce, makambo kaka yango toloba. Et so senga clairement été, ba reparti yango bien. Mais te yebe te défense et lembongo mingi. Congolais ça vraiment tout ça bisous tout ça koloba ba bon ça armée. Mais d'une part social ba Congolais c'est un problème parce que ba Congolais ba le bazo s'en sortir kakati malgré ba mati budget à l'état budget comme à 14 milliards. Alors bandeko toyoka ndenge debeleki bongo après to développer ou eloba mina débat. Tolanda. Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi qui vous propose son nouveau numéro de son magazine Parole aux auditeurs, ces magazines d'échange citoyen. Juste après le dépôt à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde du projet du budget 2023, certaines voix s'élèvent pour dénoncer de l'injustice dans la répartition des dépenses de l'État. Jean Tiyongo, député provincial élu de Chikapa, accuse notamment le ministre du Budget d'avoir oublié volontairement d'aligner son territoire dans ses projets. Alors comment analysez-vous les dépenses réparties dans ces projets du budget évalués à 14 milliards aujourd'hui contre 6 milliards hier? Voilà, nous retrouvons en ligne Sylvain Aguelodo. Sylvain, vous êtes avec nous? Oui, bonjour, je voudrais saluer tous nos auditeurs, mais aussi toutes nos auditrices. Vous êtes analyste économique, nous vous recevons à ce titre. D'entrée des jeux, est-ce que vous avez eu le temps de scruter le projet du budget 2023? Et qu'est-ce que vous avez relevé et comme, au fait, injustice dans la répartition des dépenses, comme l'ont déclaré certains observateurs? 14 milliards à peu près de francs congolais pour ce budget 2023, c'est d'abord un chiffre qu'il faut bien analyser. Mais avant d'y arriver, je voudrais d'abord élever rapidement, suivant l'introduction de l'émission, puisque quand je lis même l'exposé des motifs, je me rends compte que ce budget est totalement partial. Vous savez que dans les principes de la globalité de l'unicité du budget d'un État, il faut que ça puisse comprendre toute la nation. D'abord, si vous prenez en fait la façon dont ce budget est agencé, vous prenez la page D.
Le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 s'élabore dans un contexte caractérisé par, sur le plan politique et sécuritaire, l'amorce du processus électoral, ça je vais laisser, il y a la progression de l'état des sièges. Vous passez sur les plans sanitaires et humanitaires, finalement, vous vous rendez compte, d'abord là, on parle du Kivu, et l'est du pays, mais on ignore totalement d'autres provinces telles que l'Ituri. Et il me semble que... Mais pourtant, nous sommes dans le projet initié par le chef de l'État, qu'on a dénommé le développement à la base de 145 territoires. Et qu'est-ce qui expliquerait ces paradoxes en plein projet de développement de 145 territoires et certains territoires sont oubliés dans les budgets 2023? C'est là où je vais arriver. Mais ici d'abord, lorsque vous notez seulement l'exposé des motifs, il me semble que le budget prend une seule partie du pays et d'autres coins ne sont pas reconnus. Pris en compte, oui. Je vous dis clairement, lorsqu'on parle seulement du Kivu, on oublie l'Ituri. Dans un contexte où l'Ituri traverse la même situation que le Kivu, je me pose beaucoup de questions et il me semble que ceux qui élaborent ce projet ne reconnaissent pas la province de l'Ituri. Ça, c'est très grave. Vous venez d'ailleurs de mentionner déjà qu'un député a réagi par rapport à ce territoire et c'est une évidence, c'est une vérité. Je crois que c'est un budget qu'il faut, à un moment donné, bien analyser. Deuxième chose, lorsque vous parlez de la répartition, je voudrais même avoir qu'on aborde cette question de la répartition de ces budgets sur l'ensemble des dépenses publiques de l'État dans les différents secteurs, qu'on analyse d'abord même la projection de ces chiffres. Parce que si vous regardez les 14 milliards, mais vous descendez finalement dans la façon dont on va les réaliser, eh bien moi je me rends compte qu'il y a minimisation des recettes qu'on doit réaliser. Je vous donne seulement un seul cas, dans ces budgets, lorsque j'étais en train de les lire. Vous prenez les réalisations douanières, ou soit les réalisations de douane et d'assises. Ce qu'on appelle communément les recettes de douane et d'assises. On vous parle d'une projection de 4 milliards à peu près, où on peut arriver même à 5 milliards. Mais non, c'est une base de quoi? Je peux vous rassurer que pour ceux qui font l'analyse des finances publiques de cet État, la DGDA est l'une des grandes ressources de la nation, malgré l'adhésion de la RDC dans l'EAC. Et là, on suppose bien sûr qu'il y aura minimisation des recettes réalisées par rapport aux années passées, lorsque la RDC ne faisait pas encore partie de l'EAC. Mais je me dis toujours que lorsqu'on fait la projection en matière de réalisation des recettes qui vont venir de la douane et des productions locales, ce qu'on appelle les droits d'assises, eh bien, je me rends compte que c'est pratiquement une petite légèreté qui a conduit les gens qui ont élaboré ces budgets à l'estimation de ces réalisations au niveau de douane et d'assises. Je ne vais pas aller très loin. Lorsque vous regardez aussi quelque part, on vous parle toujours dans cette réalisation douanière, c'est que la TVA doit nous donner. Mais je me pose assez de questions, si c'est sur base de quels chiffres ils ont évalué la projection pour 2023. Je me posais des questions lorsque je lisais ce budget, puisque j'ai cherché en vain dans les sites des ministères du budget la loi de reddition des comptes pour 2022, puisque c'est sur base de cela qu'en principe on devait projeter les budgets, disons les budgets 2023. Donc sincèrement, M. Gère, lorsque j'analyse ces budgets, il me semble que les efforts qu'on menait les institutions de ces pays, je vais dire ici la Cour des comptes, il y a aussi la justice, mais aussi l'inspection générale des finances et d'autres, il me semble qu'on n'a pas incorporé toutes les organisations. Mais alors, avant que vous poursuivez, juste une question de curiosité. Lorsque vous parlez dans les budgets, dans la projection des réalisations des recettes, on évoque 4 milliards, mais on sait que lors de la dernière réunion du mois d'août, le gouvernement a annoncé d'avoir mobilisé seulement 730 millions. Donc ça n'a même pas atteint 1 milliard déjà au mois d'août. Alors je m'imagine, si c'est 730 millions, c'est vrai, ils ont dit que le taux de réalisation est de 145%. Pensez-vous que en l'espace des 3, 4 ou 5 mois, ils atteindront les chiffres des 4 milliards? Le problème de ces pays, et là je parle exclusivement des réalisations des douanes et d'assises, c'est qu'on ne sait pas capter d'une manière classique, et je dirais même d'une manière tracée, les recettes que fait l'État. Au contraire, ce sont des poches des individus qui reçoivent plus d'argent que les poches de l'État. C'est là où je pense qu'il faut féliciter l'inspection générale des finances et même féliciter d'autres provinces qui ont institué les inspections provinciales des finances pour permettre à ce que l'État... Mais peut-être tout le monde n'a pas la même lecture que vous, Sylvain, quand vous dites qu'il faut féliciter l'IGF, pour ne prendre que le cas par exemple de la SONAS.
l'IGF, après avoir mené des enquêtes, avait dans sa conclusion noté qu'il y a vraiment dans le passé des cas de détournement. Mais en même temps, il a félicité les comités de gestion. Alors finalement, on s'est dit, on est dans quelle église? Faut-il croire à la parole de l'IGF? Bon, c'est là la question en fait. Je vais dire une seule chose, JR. Je ne suis pas l'avocat de l'IGF. Mais il faut savoir que dans l'histoire de la gouvernance des finances publiques dans cet État, l'IGF a essayé de faire un travail, ça fait aujourd'hui 2 ans, 3 ans. Ça, il faut le reconnaître. Et je ne pense pas que cette organisation soit totalement une organisation sainte. Non. Il y a certaines choses qu'elle doit régler à son sein. Je ne fais pas partie de cette IGF, mais j'analyse seulement les travaux réalisés par l'IGF. S'il y a des erreurs à corriger, je crois que cela revient aux animateurs de l'IGF. Mais j'ai dit quelque part, il y a eu des entrées financières qui ont d'ailleurs permis l'accroissement des estimations des budgets pour 2023 et d'ailleurs je dirais même pour le budget 2022. Donc les 14 milliards, c'est réaliste? Non, j'y arriverai. Il faut, par rapport à l'IGF, puisqu'effectivement ça fait débat que dans d'autres structures l'IGF n'a pas fait un travail, je crois que ça doit revenir à la conscience des animateurs de l'IGF, mais reconnaissons que dans la gouvernance des finances publiques, avec l'activation de l'IGF, il y a un travail qui s'est fait. Et je crois qu'on doit encore encourager l'IGF à beaucoup mieux faire, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Mougoudi qui empochent l'argent de l'État, et c'est là où un jour j'avais même appelé sur cette antenne, sur notre radio Capi, je dis qu'il faut même ressusciter ce que moi j'appelle l'entreprise de renseignement financier qui existe dans le pays, qui pourra aussi aider l'IGF à faire les travaux. Voilà. Alors, parce que ce n'est pas l'émission de l'IGF aujourd'hui, parlons clairement sur la répartition des dépenses. Vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil dans ces budgets, dans ce projet du budget. Qu'est-ce que vous avez constaté dans la répartition? Est-ce que les institutions sont encore budgétivores? J'étais en train d'analyser, je vais prendre seulement, peut-être si vous voulez, 2 ou 3 secteurs. Oui, 2 ou 3 avant que nous ouvrons le standard et accueillir les auditeurs, parce que chacun de nous, je crois, a eu le temps de suivre cette actualité et de pouvoir, disons, apporter quelques contributions, si pas des critiques positives ou des critiques négatives par rapport à ce qui est fait, et parce qu'avant que ça passe en discussion au niveau de l'Assemblée nationale, il va falloir que chacun de nous puisse apporter sa pierre, donner quelques idées. Tout à fait. Alors, lorsque vous regardez dans ces budgets, nous sommes restés dans la même logique. Les institutions politiques prennent pratiquement plus de 60%. Et c'est très dangereux. Lorsque vous regardez le budget de l'investissement, nous sommes à moins de 30%. C'est très dangereux. Je vais vous donner des chiffres. Et lorsque vous regardez maintenant le secteur de la sécurité, et c'est là où c'est grave. Moi, j'ai pensé sincèrement, vous l'avez d'ailleurs soulevé, lorsque un président de la République a une vision, on parle du développement à la base avec les projets Sacration au territoire, eh bien, je croyais que c'est le budget d'investissement qui devait prendre le gros du budget. Et dans le contexte actuel de la RDC, où le président de la République s'est plaint aux Nations Unies sur la situation de sécurité de son pays, la sécurité, ça veut dire le financement de la défense, le financement de la sécurité intérieure, ça veut dire le FARDC, la PNC et les services de renseignement, devait prendre le plus gros des budgets pour permettre à ce que l'État soit stabilisé. Les idées avancées par ce budget 2023 sont des sujets pratiquement flous voilà. Donc on va revenir à vous avec des chiffres à l'appui. Vous l'avez dit en passant, de manière générale, que les institutions prennent 60%. Les investissements, la rubrique investissement se trouve s'évalue à moins de 30% et les restes c'est pour la sécurité et tant d'autres. Donc vous imaginez déjà le minimum, le peu qu'on donne à d'autres, à part les institutions qui consomment beaucoup. Merci beaucoup Sylvain Aguenodo. Nous rappelons que vous êtes analyste économique et nous vous recevons, vous êtes notre invité. Le temps de parcourir à travers les pays et pourquoi pas l'étranger, ceux qui ont désiré intervenir dans cette émission sur le budget 2023. Est-ce que vous avez souhaité que cela aille plus loin ou le 14 milliards c'est réaliste pour vous, mais si vous avez le temps de scruter ces budgets, est-ce que vous êtes satisfait dans la répartition des dépenses telle qu'est développée dans ces budgets? 081 890 63 30 ou encore les 09 976 00 4969 pour votre intervention en direct. Allô? 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 C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interventions. Habitants de toutes les provinces,
Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé. Les intouchables, dans ce pays, n'existent pas. Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Merci encore de votre fidélité à Radio Kapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui parlent du budget 2023. Certaines voix s'élèvent déjà pour dénoncer de l'injustice dans la répartition des dépenses de l'État. Et qu'en dites-vous? Vous êtes avec nous, Alidor Mampouya. Bonjour Alidor. Bonjour monsieur Gérard, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Kapi. Vous avez la parole. Quelle est votre réaction? Oui, monsieur Gérard, la réaction est tout à fait positive à première vue à entendre parler du montant de 14 milliards, ce qui est une bonne chose. Et ce que nous pouvons jeter à la tête de ce régime, c'est que à chaque année, on parle toujours de l'augmentation du budget. Mais là où on n'est pas d'accord, monsieur Gérard, c'est que nous considérons que les chiffres qui sont avancés sont comme des chiffres fictifs. Donc ces chiffres ne sont pas réels. Quand vous voyez le petit quotidien du peuple congolais, quand on avait 5 milliards, 6 milliards, et aujourd'hui quand on parle de 14 milliards, le petit quotidien du Congolais est resté le même. Donc nous comprenons que soit ces chiffres sont inexacts, sont des chiffres imaginaires, soit ce budget ne sert qu'à renflouer les poches des individus, ce qui n'est pas normal, monsieur J.R. Parce que quand vous voyez le tissu social, quand vous voyez la masse professionnelle congolaise, vous allez vous rendre compte que la misère du peuple congolais est en train de s'empirer. Oui, mais Alidor, juste une question. Avez-vous eu le temps de bien analyser ces budgets? Oui, monsieur Gier, à première vue, en analysant le budget, nous rendons compte que nous sommes toujours à la fin. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans ces projets du budget? Monsieur Gier, ce qui attire mon attention, c'est d'abord la part des lions qui est accordée aux institutions. Alors que même les autorités sont en train de réclamer la révision à la baisse du train de vie des institutions. Mais curieusement, les mêmes autorités, parce que ça vient du gouvernement, c'est là qu'on pouvait déjà, à travers le ministre sectoriel, prévoir cette révision à la baisse. Mais on est toujours en train de parler de ça comme slogan, mais en réalité, il n'y a pas de justice distributive. Donc la vie au Congo n'appartient qu'aux politiciens. C'est pourquoi l'occasion est donnée à nos parlementaires qui ne sont pas là seulement pour leur ventre, mais qui sont là pour plaider la cause du peuple congolais, dont la misère aujourd'hui a atteint les seuils inimaginaires. Quand vous êtes au centre, on est en train de mourir de la famine. Si à l'est, c'est la guerre, et dans les grands bandes d'aujourd'hui, c'est la guerre, mais au centre, monsieur GR, c'est la famine. Aujourd'hui, avec la coupure de la voie ferroviaire du côté de Kakengue... Alors, comment jugez-vous la volonté politique, d'une part, de vouloir développer les territoires à la base, amorcer les développements à la base avec le projet des 145 territoires, et en même temps, les institutions prennent la part du lion, comme vous l'avez dit vous-même? Oui, un véritable paradoxe, comme le disent certains observateurs. Est-ce que vous avez la même appréhension? Oui, mais c'est ça le paradoxe, parce que dans le texte, on dit autre chose, mais dans la pratique, c'est comme la journée et la nuit. Donc la différence est de taille. C'est comme ça que nous disons, monsieur Gien, nous craignons que ces programmes de développement à la base deviennent peut-être un programme d'action pour la campagne de 2023. Il ne faut pas aussi perdre de vue que 2023, c'est une année électorale. Voilà, merci beaucoup Alidor, parce que là, ça, comme l'a dit d'ailleurs un auditeur, ça donne l'impression que le développement à la base n'est pas pris en compte dans ces budgets. Il y a d'autres montants ou d'autres moyens financiers à part qui pourraient servir à financer donc ces projets. Merci beaucoup, Maître Alidor, d'avoir appelé de Kananga. On va prendre Pierre Moussafiri, qui est à Goma. Pierre Moussafiri, bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour Gérard, bonjour à notre invité Sylvain, bonjour à tous les invités de la radio Kapi. Vous avez la parole. Après avoir écouté Sylvain et votre prédécesseur Alidor, quelle est votre réaction, Pierre Moussafiri?
Merci beaucoup, Jure, pour la parole accordée. D'abord, je commence par dire que le dépôt du projet du budget à l'Assemblée nationale est un devoir constitutionnel pour le Premier ministre, mais là qu'il y a un problème, c'est au niveau de la répartition des dépenses de l'État. Là où il faut une bonne volonté de la part de ceux qui sont chargés de les répartir. Nous félicitons d'abord ce gouvernement pour les efforts qu'il a fournis pour avoir ce budget de 14 milliards de dollars comparativement à celui des années passées. Mais il faut dire que jusqu'à maintenant, ce n'est pas suffisant pour la RDC. Ici, ce qui nous intéresse, M. Jure, ce n'est pas des chiffres, mais ce qui va représenter côté population congolaise et le développement du pays. Comme vous le dites, le projet de développement de 145 territoires doit avoir une place là-dedans. Ça ne sert à rien d'avoir un budget de 14 milliards de dollars alors que rien n'est observé comme changement, M. Jure. Je ne suis pas un prophète de malheur ici, mais je veux dire que ce budget risque de ne pas être aussi réaliste côté population ni développement, mais aussi être réaliste côté politiciens congolais, vu l'égoïsme qui règne au sein des institutions, où les deux chambres du Parlement et la présidence nous coûtent cher. Et la question de la réduction des traits de vie des institutions jusqu'aujourd'hui semble ne pas être la bienvenue, malgré les promesses faites par le Premier ministre. Et il est temps à nos élites de bien réclamer la bonne répartition des dépenses à ce niveau du projet du budget avant son adoption et promulgation à l'Assemblée nationale. Le jour du débat, en réservant un grand pourcentage aux urgences comme les infrastructures, les investissements, mais aussi la défense. Pourquoi pas l'éducation? Mais comme ils sont là comme eux aussi, ils vont réclamer, comment ils vont réclamer cela pendant qu'eux aussi cherchent à protéger leurs intérêts? C'est là voilà, c'est là où pose problème. Merci beaucoup, Pierre Moussafiri. Alors, on va prendre Glody. Glody, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi. Voilà, vous avez la parole. Quelle est votre contribution à ce niveau d'échange? Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que je suis un peu pessimiste de dire que c'est l'injustice qui se passe. Comment voulez-vous la RDC a plus de 100 et quelques territoires? Et si vous voulez lancer des projets, vous ciblez seulement quelques territoires. Et les restes là, ils ne sont pas des Congolais. C'est peut-être ça ce que j'ai voulu poser comme la question. Et la deuxième question est de savoir pourquoi cette injustice? Parce que la loi est bien claire que tout le Congolais est égal et égaux sur le plan de la justice, sur le plan social. Donc les partages doivent être équilibrés. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cet écart. Si peut-être l'invité peut nous expliquer qu'est-ce qui a fait que certains territoires puissent être sélectionnés et les autres territoires ne puissent pas. Alors vous, personnellement, vous pensez que ce budget est réaliste? Est-il réaliste ou non? Pensez-vous que si jamais, comme l'a dit notre invité, que les institutions qui prennent déjà la part autour des 60%, les investissements avec notamment ces projets de développement à la base, qui prend moins de 30%, la question de la sécurité et autres questions sociales qui se retrouvent vraiment au bas de l'échelle, les résultats risquent de ne pas être celui escompté. Est-ce que vous avez la même impression? Non, moi, ce que je peux dire, c'est que, voyez-vous, avant de voter le budget, vous devez tenir d'abord compte de certains aspects. Est-ce qu'ils ont tenu compte de certains aspects avant de voter ce budget-là? Moi, je ne pense pas que ce budget-là va suffire. Le budget est insuffisant. Vous savez bien que les territoires de la RDC sont parmi les territoires les plus reculés de l'Afrique centrale. Laissez-moi le temps de vous dire, s'il vous plaît. Sur les 126 territoires de la RDC, en majorité des territoires sont reculés. Il y a certains territoires qui manquent même des téléphones comme ça. Il n'y a pas même des réseaux pour se communiquer. Alors pensez-vous avec ce budget-là, ça va suffire? Moi, je pense que les députés doivent rentrer au Parlement, de bien revoir encore cet aspect-là. Je pense que quand ils adoptent une autre budget, je pense que ça peut suffire. Parce que nous ne voulons pas faire des choses par précipitation. On ne peut pas rentrer les mêmes problèmes. Cette année, on vote par exemple tel budget. L'année prochaine, on vote encore le budget. Là, c'est des désordres bien organisés. Voilà. Merci beaucoup. Il y a même un auditeur qui nous a écrit pour dire, finalement, toute cette commission qui est à pied d'œuvre pour travailler sur les budgets, généralement, normalement, il n'est fait que du copier-coller, parce que c'est vrai, les chiffres a changé en termes de l'évaluation de ce budget, mais en réalité, la répartition est toujours la même. Si on fait des calculs, avec moins de 14 milliards, c'est le même pourcentage, la même répartition des dépenses, donc on est loin de sortir de l'auberge. Merci beaucoup, Glody, d'avoir appelé de Kinshasa. On reste toujours dans la ville-province de Kinshasa avec vous, Maître Omar. Maître Omar, bonjour.
Bonjour, très cher Gilles Longuembo. Bonjour à toute la radio Capi. Heureux de vous retrouver à nouveau après plusieurs moments d'absence. C'est vrai, vous êtes également analyste économique, mais comment réagissez-vous par rapport à notre budget, le projet qui est déposé au Parlement? Merci très cher Gilles Difforbe que vous m'avez jugé. Heureux de retrouver ma radio préférée. Par rapport à ces thèmes si intéressants, il faudra, très cher Gilles, de l'éliminaire de ma cogitation, préciser certaines choses pour éviter des malentendus. Premièrement, les gens doivent savoir que le budget n'est pas un ensemble de recettes en liquide. Ce n'est qu'une prévision, ce n'est qu'un plan. C'est théorique. Deuxième chose, il faut faire un constat malheureux. De 2006 à ce jour, je vais en 2006 parce que c'est à ce moment que le Parlement a été très bien organisé. On a toujours, à la fin de chaque année budgétaire, chaque exercice, constaté soit les déficits, soit l'excédent. C'est-à-dire, après l'exercice, soit les dépenses sont inférieures aux recettes prévues, soit elles sont supérieures aux recettes prévues. Ça a toujours été ainsi. Troisième chose, ce qu'il faut relever, la justice budgétaire n'est pas une faveur que les autres citoyens demandent. C'est un principe économique comme l'universalité, comme l'annualité. Donc il faudra préciser ces choses pour éviter des malentendus économiques. Par rapport à votre thème de ce jour, tout citoyen ne peut qu'apprécier lorsqu'il y a augmentation. Même s'il est numérique, il faut quand même apprécier des 6 milliards à 14 milliards. Ça, c'est félicite. Mais il y a un problème, très cher Gilles, la première observation. Et on a toujours remarqué que les institutions, surtout la présidence, consomment la part léonine, la grande part. C'est malheureux, c'est illogique, c'est machiavélique, c'est anomique. On ne peut pas comprendre dans un État qui se veut de droit, c'est-à-dire où les intérêts des citoyens doivent primer au-delà de tout. Il y a toujours. Deuxième chose, il y a des secteurs clés. À chaque société, à chaque période, il y a des contextes qui doivent être priorisés. Nous avons un problème de la décentralisation. On a lancé un programme de 145 territoires. Il a été démontré que lorsqu'on décentralise, lorsqu'on développe de la base, les pays s'émergent. Mais lorsque vous lisez ces programmes, la part réservée à la décentralisation est très minime. Et il y a même des territoires qui sont oubliés. Deuxième chose, nous avons un problème urgent qui est la sécurité. Lorsqu'on parle de l'intérêt général, il y a un... Donc si je comprends bien, le développement à la base, ce n'est que chimérique. C'est démagogique. Oui. Parce qu'au regard des analyses de ces projets du budget, on se rend compte que finalement, ces projets, je ne sais pas si ce sera l'argent sorti de la poche du chef de l'État lui-même. Il y a un problème. Voilà pourquoi je disais, lorsqu'on dit 14 milliards, on doit éviter de se leurrer. On ne doit pas se leurrer tout le temps 14. Non. Il y a un problème des ressources qui doivent être prévues. Parce que lorsqu'on fait un plan financier de l'État, c'est l'ensemble des ressources et des dépenses, ce sont des simples chiffres. Voilà pourquoi moi je propose, pour que tout cela doit s'adapter, comme ce n'est pas encore passé au Parlement, les parlementaires qui nous représentent doivent savoir... Oui, ils ont en principe 40 jours. Mais jusque-là, une semaine s'est écoulée, il n'y a toujours pas les débats. Certains députés montent déjà au créneau pour dire que finalement, on risque de faire un travail bâclé, un travail à la hâte, qui ne nécessitera pas vraiment une analyse fouillée. C'est ça. Le budget est une loi. Les gens pensent qu'on dit budget. C'est une loi qui a des implications théoriques, scientifiques, et ça mérite une analyse minutieuse. Mais jusqu'à ce jour, on veut faire les choses à la va-vite. Voilà pourquoi je vais interpeller le Parlement pour dire, chers parlementaires, vous en avez assez abusé. Il est temps que vous vous leviez pour laver nos consciences. Le Parlement représente les peuples. Il faut réajuster ce budget et l'adapter aux impératifs actuels. C'est-à-dire... Donc si ce n'est pas en réalité 14 milliards qu'il ramène à 8 milliards... Il y a un autre programme JR. Le gouvernement qui exécute. Il y a d'une part le Parlement qui vote la loi budgétaire, il y a aussi un gouvernement qui exécute. Parmi les causes qui font connaître des excédents, des déficits, c'est l'usage des dépenses de prestige, ce qu'on appelle en droit des finances publiques, la pratique des dépenses économiquement non utiles. On se pose des questions sérieuses. Que gagne le pays lorsque les présidents et les ministres voyagent tout le temps? On se pose des questions sérieuses. Que gagne le pays lorsqu'on fait des dits? Avant de vous libérer, Omar, parce que vous avez évoqué les budgets depuis 2006 jusqu'à nos jours, mais on sait qu'à nos jours, il y a l'IGF qui est mise à contribution. Mais comment se fait-il que l'IGF déclare que les dépenses, les déficits ou encore les dépassements budgétaires au niveau de la présidence de la République, c'est logique, c'est légal? Non, je mets ma main à couper. Les dépassements budgétaires n'ont jamais été légal. Il avait dit à l'époque, et il y a eu des contradictions avec la Cour des comptes. Non. Parmi le principe budgétaire en économie, ce qu'on appelle l'équilibre budgétaire,
ce principe légal qui veut que les dépenses puissent correspondre aux recettes prévues. Les dépenses budgétaires est légal lorsqu'il est justifié. C'est-à-dire, on a analysé, on a évalué, on se rend compte qu'il y a eu plus, parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit des finances publiques les emprunts. Il peut arriver que l'État ait des dépenses qui n'ont pas été prévues, puisse faire des emprunts extérieurs ou internes. Il peut arriver qu'il y ait excédent. Lorsque c'est justifié, on peut quand même tolérer. Mais lorsque ce n'est pas justifié, c'est illégal. Dans le cas des voyages du chef de l'État tout le temps, je prends les cas des achats des jeeps, je prends les cas de la création des immeubles intelligents. Ce sont les dépenses qui sont données à l'État. Extra-budgétaire. Lorsqu'on dit l'IGF a travaillé, on applaudit. Lorsqu'on dit il y a augmentation des revenus, on applaudit. Mais il y a un chiasme entre ce qui est gagné et ce que nous vivons. Voilà pourquoi il y a un problème de canalisation. L'argent est là. On a mobilisé. Où va cet argent? Pour qu'on ait les 14 milliards, il faut qu'il y ait une mobilisation au niveau des régies financières. L'argent a été augmenté. On a fait des OS. On a remis des prix à l'IGF. Gloire à Dieu. Merci. Mais comment canalisons-nous cet argent? Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'il y a des réserves qui ont été augmentées, l'argent a été augmenté, mais le peuple continue à souffrir. Au-delà du Parlement qui doit voter avec conscience, en réagissant de manière juste. Alors ça me pousse à réfléchir sur les efforts, les performances que nous avons tous saluées à l'époque du gouvernement Matata II, lorsqu'on évoquait les cadres macroéconomiques. Et la même question, nous posions à cette époque-là, dans la même émission Parole aux auditeurs, quand est-ce que cela va se sentir dans le panier de la ménagère? On nous disait c'est un processus et vous allez le sentir après. Nous sommes à plus de 4-5 ans d'après le gouvernement Matata 2, on l'a toujours pas ressenti et on continue toujours à pleurer. Finalement, quoi comprendre in fine. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a un problème de leadership sérieux, il y a un problème de bonne gouvernance. Lorsqu'on aura des leaders conscients, des leaders préventifs, lorsqu'on va gérer les choses de manière normale, on aura les cadres économiques stables, on aura une croissance économique, réelle, on aura un budget qui sera développé. C'est un problème de contrôle qu'on doit soulever, cher JR. On doit éviter des contrôles de manière complaisante, car le contrôle budgétaire est le thermomètre de la température économique. Merci. Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. Ça fait très longtemps de vous écouter sur les ondes de Radio Okapi. Merci d'être revenu. Voilà. Kalo Kalonji, vous êtes à Mbujimaï. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour, M. JR. Bonjour aux auditeurs de la Radio Okapi. Vous avez la parole. Quelle est votre contribution? Non, je commence d'abord par saluer d'abord les efforts du gouvernement de Wario, de Samuel Condé, d'abord pour la mobilisation, d'abord parce que quand je compare qui tend par exemple de 4 milliards jusqu'à 14 milliards, c'est un effort. Mais là où je ne suis pas d'accord avec, vous savez qu'un développement d'un pays doit être pris avec des dimensions. C'est au niveau d'abord des investissements privés et des investissements publics. Maintenant, quand vous mobilisez les recettes, on peut applaudir comme tout le monde applaudit aujourd'hui là, mais le grand problème c'est la canalisation maintenant des dépenses publiques de l'État. Voilà, aujourd'hui là nous avons un grand pourcentage qui est affecté aux institutions de la République qui ne produisent rien pour moi, au lieu de canaliser les dépenses publiques vers les investissements publics aussi qui doivent quand même booster l'économie. Là, nous allons sentir que le social du peuple congolais va se retrouver. Mais aussi longtemps qu'il n'y a que la présidence de la République, il n'y a que le Parlement, il n'y a que les autres institutions qui vaut beaucoup d'argent. Moi, je trouve tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut crier là. Vous savez qu'il y a un seul camp là, le peuple d'abord. Ce qui va faire que le peuple d'abord soit effectif, moi, j'entends, il faut affecter réellement les dépenses du côté investissement. Mais j'ai dit quelque chose. Vous savez que les dépassements budgétaires, il y a des gens qui pensent que les dépassements budgétaires ne sont pas légaux. Mais moi, j'ai dit que c'est légal. Je prends un cas. Vous vous retrouvez, vous avez tout budgétisé, vous avez des catastrophes, vous avez des dépenses qui doivent venir, les inattendus. Il ne faut pas dépasser, il n'y a pas de problème. Mais le grand problème ici chez nous, c'est quand on dépasse, on trouve que dans tout ce qu'on a dépassé là, tout ce qu'on a dépensé, il n'y a rien qui est aux investissements. C'est ça le grand problème. Oui, donc vous estimez que les dépassements budgétaires qu'on attend de crier au niveau de la présidence ou au niveau d'autres institutions, c'est légal. Comme l'a dit à l'époque, l'avait dit l'IGF, si ma mémoire est très bonne, hein? Oui, et ça soulevait même des tollés au niveau de la Cour des comptes, entre des économistes. Un dépassement budgétaire dans les finances publiques, c'est connu, ce n'est pas une infraction. Mais le grand problème, c'est l'ajustement. Quand vous dépassez là,
qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? C'est-à-dire, quand vous investissez, ça c'est bien. On peut dire, par exemple, il y avait autant de catastrophes, par exemple, où on a affecté autant. Là, on peut applaudir. Mais quand on appelle... Oui, mais Kalo, pensez-vous que dans un pays où la crise est multiforme, multisectorielle, le dépassement doit être accepté par tous, ou carrément c'est manque à gagner pour l'État au lieu de prendre cet argent et de canaliser vers des actions de développement? Non, mais je suis d'accord avec vous. Les grands problèmes, moi je dis qu'il faut canaliser dans les investissements publics. C'est là mon problème. Mais le dépassement en soi n'est pas une infraction, n'est pas un péché. Alors c'est depuis 2006 que nous connaissons ce genre de dépassement. À l'époque de Kabila, on a dit la même chose. Les gouvernements, la présidence prenait la part du lion. Et maintenant, avec Félix, c'est la même chose. Et finalement, on se retrouve comme dans une situation de changer déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Oui, mais c'est cher. Vous savez ce qui se passe là? Moi, ce que je vais demander, si nous voulons être légal, le grand problème maintenant, il faut maintenant revoir maintenant notre finance. C'est-à-dire ici changer d'autres choses pour adapter à notre contexte de la RDC. Sinon, avec la loi actuelle, moi je trouve que le dépassement n'est pas un péché. Merci, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas un péché pour vous. Merci beaucoup, Kalo Kalonji. Alors on va prendre un autre invité. Je crois il y a le deuxième qui est avec nous, Yves Biassola. Yves Biassola, vous êtes avec nous? Je suis avec vous, oui. Vous êtes de DIVMA, dynamique pour la vigilance, de la vigilance, je crois, pour arriver à surveiller les actions que mène le gouvernement pour le développement de la RDC. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, au niveau du budget qui était proposé pour cette année 2023? Je voulais d'abord rectifier mon nom parce que vous l'avez assassiné. Je m'appelle... Nous vous présentons des excuses. Biassalou. Je suis le coordonnateur national de la dynamique des vigiles du mandat et en même temps coordonnateur de la plateforme Vigilance 2023. Alors, vous avez scruté les budgets. Qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, le budget 2023, il s'est présenté le 15 du mois en cours. Je crois que selon les informations que nous avons, qui sont encore officieuses, parce que jusque-là, le budget n'est pas examiné officiellement, nous avons appris qu'il a été élevé à 29 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 14 milliards de dollars. Bon, c'est un accroissement de 32,7% par rapport au budget de l'année passée. Ça, c'est ce que nous avons constaté. Bon, en termes de priorités, selon les informations que nous avons, parce que le budget n'est pas encore ouvert au public jusqu'ici, parce que nous en discutons, mais ça n'a pas encore été examiné au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons appris que cet accroissement est dû à la situation électorale, c'est-à-dire que ce sont les élections qui ont été privilégiés pour voir ce budget s'accroître jusqu'à ce niveau-là. Donc c'est ce que nous avons appris. Mais ce qui est malheureux, c'est que vous constatez que la loi budgétaire impartit un timing pour l'examen de ce budget, c'est 60 jours. Et dans les 60 jours, il y a 40 jours qui sont impartis pour l'Assemblée nationale, afin de l'examiner avec débat. Il y a les 20 jours qui doivent suivre pour le Sénat. Et si vous constatez que nous sommes déjà le 27, et là-bas, déjà c'est 12 jours qui sont passés, et jusque-là, aucune plénière n'a été convoquée pour l'examen de ce budget. C'est ce qui est tout à fait malheureux parce que on devait donner l'occasion à toutes les plateformes, à toutes les composantes de pouvoir en discuter. De faire soit des inputs. En examiner les conclusions. Mais malheureusement, nous attendons encore. Nous ne voulons pas que nous soyons surpris comme les années passées où on va on va convoquer la plénière 3 ou 4 jours avant sa clôture et en ce moment-là, ça sera examiné à la va-vite. Oui, mais monsieur Yves. Oui, monsieur Yves. Nous allons retomber dans les mêmes histoires. Oui, monsieur Yves, il fallait comprendre que le chef de l'État n'était pas présent au pays parce que devait assister à la 77e Assemblée de l'ONU. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, s'est retrouvé aux obsèques de la reine d'Angleterre.
alors finalement, donc la plénière ne devait pas être convoquée. Et le vice-président, il est dans une commission en Bouelazoge. Ça fait déjà 12 jours que la plénière n'est pas convoquée et fait qu'il ne reste que 28 jours pour l'Assemblée nationale. C'est ce que nous craignons. Est-ce que demain il n'y aura pas d'autres obstacles, il n'y aura pas d'autres voyages? C'est ça en fait la crainte. Nous voulons que le budget soit examiné en temps réel, qu'on donne le temps à tout le monde de pouvoir l'améliorer s'il le faut, ainsi de suite. Malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas. Nous sommes en train de tendre vers là. En fait, c'est une crainte. Alors, si jamais, quand il y aura la plénière, les débats au niveau de l'Assemblée nationale sur ces budgets et que vous vous rendez compte la part liée aux investissements ou encore pour appuyer les projets, notamment pour appuyer les projets de développement à la base de 145 territoires, n'est pas prise en compte ou n'est pas suffisant et que les institutions ont pris la part du lion, quelles sont les actions en tant que mouvement citoyen que vous allez mener? Oui, évidemment, nous ne pouvons pas dévoiler nos stratégies tout à l'heure, surtout pas à la place publique comme votre émission. Mais vous allez réagir. Ce qui est vrai, c'est que nous, en tant que plateforme citoyenne, nous sommes déjà en train d'envisager des actions très fortes qui vont empêcher cette tendance. Il est vrai que nous savons que les élections vont pouvoir absolument absorber la grande part du budget, mais nous voulons faire comprendre au public que les élections sont une obligation constitutionnelle, ça ne dépend pas du budget, donc les élections ne peuvent qu'avoir lieu même si le budget est fait qu'il est. Donc de ce côté-là, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne les ambitions du gouvernement, nous avons suivi que le gouvernement tient aussi à appuyer son programme ambitieux de 145 territoires. Mais par rapport à ce programme, il y a une question de faisabilité. Même si l'argent est là, le budget est là, et qui doit être affecté. Mais il y a des préalables aussi. Cette situation de guerre, tout ce qui s'alarme au niveau de l'Est, doit être d'abord maîtrisé. Parce que moi, je ne vois pas comment on peut on peut commencer ce programme alors que du côté de Kouilou, vous connaissez ce qui se passe, Bunagana est encore entre les mains de l'ennemi et il y a beaucoup de foyers de tension et je ne vois pas comment on peut privilégier une partie du territoire par rapport à cette amélioration des conditions de vie et laisser une autre partie. Ça, c'est pratiquement irréaliste. Donc je crois que tout va dans un ensemble. Donc au niveau du budget, nous allons voir si les moyens sont rassemblés pour ce programme ambitieux. Et en ce moment-là, nous allons examiner la situation de l'Est pour voir comment il faudrait maîtriser cette situation pour que toute la population puisse bénéficier de cette amélioration de manière équitable. Voilà, Yves Béassola, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et à apporter déjà l'éclairage sur la position de votre plateforme citoyenne. Merci. Voilà, on poursuit cette émission avec vous, Alain, je crois, Alain qui est avec nous. C'est Alain. Ben, vous êtes depuis Kananga, vous intervenez. Ben. Oui, j'ai apprécié la pertinence de ce sujet. Moi, je n'ai pas une intervention à émettre là-dessus, mais toutefois, j'aimerais avoir des éclaircissements par rapport au budget. Je suis enseignant, j'aimerais apporter l'aspect éducation. Nous avons été mécanisés au mois de janvier 2022 et on nous a dit qu'il attendait la paye lors de l'application du budget 2022 qui sera au mois de février-mars. On va appliquer parce que c'est le mois d'application des budgets de l'année. Mais nous avons attendu depuis février-mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas gain de cause. Et nos amis qui ont été mécanisés. Et vous espérez avoir votre gain de cause dans le budget 2023. Vous l'espérez. Dans le budget 2023. Et puis, je ne sais pas, le budget 2023, les mois d'application, c'est le mois de mars, c'est avril, on n'a pas d'informations là. Parce que le mois fiscal, je crois, si ma mémoire est encore bonne, c'est le mois de mars. Hein. D'accord. Maintenant, par rapport au dépassement budgétaire, si peut-être nous, on n'a pas échoué toute l'année 2022 à être payé,
Mais pourquoi dans le dépassement, on n'a pas été inclus? Dans le dépassement, il n'y a que les autorités, la qui prennent, voilà. Comme les entendons. Pourquoi ne pas dépasser les budgets ailleurs pour l'enveloppe des nouvelles unités nouvellement mécanisées? Bon, voilà. Dans tous ces débats, nous allons le poursuivre également lorsque les débats vont s'ouvrir au niveau du Parlement. Merci beaucoup Ben d'avoir appelé. Alors je reviens à vous, hein, mais les temps, si vous le permettez, Sylvain, vous êtes à Bunia, on reviendra à vous pour ramasser les tout à la fois, dans le temps d'écouter l'ingénieur Mangoyo. Ingénieur Mangoyo, vous nous avez rejoint, bonjour. Bonjour, M. Gérard. Vous avez la parole. Quelle est votre contribution? Bon, merci Gérard pour m'avoir permis encore de reprendre l'antenne de la radio de la paix. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau, oui. Moi, personnellement, je trouve que j'ai l'impression que nous sommes en train de rêver. Comme l'ont dit les autres intervenants, avoir un budget de 14 milliards de dollars américains, bien. Mais moi, je voudrais plutôt parler, comme l'ont dit les autres intervenants, de l'affectation de ces budgets. Je voudrais savoir combien on a affecté à la défense. Parce qu'on peut beau parler de développement des 145 territoires, mais comment le faire lorsque le pays est en guerre? Moi, je crois qu'il faut d'abord faire un effort pour que tous les territoires soient pacifiés et puis on va commencer à travailler. Combien on a affecté à la défense, ça c'est un. Et combien aussi on a affecté à l'éducation. J'ai l'impression que nos acteurs politiques ne voient pas, il n'y a pas de responsabilité qui leur revient. On a parlé ici que ce dirigé jusqu'à présent au niveau du Parlement n'est pas encore examiné. Et on nous dit que le président est allé aux obsèques d'Elisabeth. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Alors qu'il y a beaucoup à faire ici. Nous avons des ambassadeurs à travers le monde. Ils peuvent nous représenter là-bas. Alors qu'il y a beaucoup à faire ici. Et voilà, mon Sokol, il va là-bas, il va aux obsèques des choses. De la reine Angleterre. Qu'est-ce qu'il a apporté là-bas? Et combien ça va profiter à quoi les choses à la RDC. Bon, il y a aussi ses collaborateurs. Il y a un premier vice-président. Je ne sais pas si on a déjà pourvu à la place au remplacement des choses de Kaboul, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui peuvent convoquer. Oui, c'est le professeur Mbata qui voilà. De se promener inutilement. Je crois que si ma mémoire est bonne, se trouverait en ce moment à Moué-la-Loge. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Alors, parce qu'il y a des préoccupations très directes également, et aussi des soucis de bien comprendre un peu par rapport aux analyses menées par les économistes ou les experts en finances publiques. Sylvain, vous êtes à Bunia, vous êtes analyste économique, notre invité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que nous venons d'entendre des uns des autres? Je voudrais rapidement saluer M. Alidor, Pierre Gloudi, Maître Omar Ben et Yves Mangoyo. En fait, lorsque vous les suivez, ils ont relevé 6 grands problèmes. Les premiers problèmes qu'ils relèvent, c'est qu'il y a d'abord cette négligence dans la mise de notre budget. Ça a été le cas avec mon ami Yves. Mais aussi, notre a parlé des chiffres insignificatifs, voire même imaginaires et chimériques, si j'apprête votre concept. Et ils ont soulevé aussi les problèmes de développement réel de la RDC, surtout des entités de base, puisque déjà depuis le début de cette émission, on était en train de relever la question du développement des 145 territoires, un problème très épineux. Il y a aussi cette question qui relève des problèmes de dépenses et consommation qui soient supérieures par rapport aux dépenses des investissements publics, et ça c'est un danger pour ce budget. Mais aussi, les derniers intervenants a parlé ici de la question de défense et de sécurité de notre nation. C'est là où je vous ai dit dès le début de l'émission, puisqu'il y a ces problèmes de la déstabilisation de notre pays et les budgets devaient y répondre. Je crois que lorsque nous parlons de tenir compte des problèmes de base de notre pays, et c'est de là qu'il s'agit. Et moi, je vous ai dit, avant même de renvoyer nos auditeurs qui nous suivent à ce moment-ci, la page 65 de notre budget, ils vont lire la répartition qui était faite là-bas. Moi, je reprends seulement 2 éléments. Lorsque vous voyez la rubrique construction, réflexion et réhabilitation pour 2023, vous êtes dans les 4 milliards de francs congolais. Mais quand vous voyez les dépenses de personnel, vous êtes dans les 8 milliards. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut de ces pays? Vous avez suivi tous les auditeurs.
dans cette émission. Se poser des questions de l'impact réel de notre budget depuis 2006 jusqu'à ce jour sur le vécu quotidien de la population. Et c'est là que j'ai rejoint le point de vue de Yves, qui a soulevé l'importance qu'il faut donner à l'analyse de ces budgets. Ce n'est pas tout de suite commencer à voyager à gauche et à droite pendant que les Congolais attendent l'amélioration de leurs conditions de vie. Excusez-moi, M. Gère. Lorsque je vous parle ici de la question de la PNC, FARDC et services de sécurité, les renseignements et tout, il faudrait qu'on voit, puisque nous avons un problème contre les ennemis de la RDC, il faut donner aux renseignements les gros du budget comme les font d'autres pays du monde. Mais vous vous rendez compte que ce sont des institutions politiques, quelqu'un l'a d'ailleurs dit ici dans cette émission, et nous le disons chaque jour, l'institution président de la République, qui est budgétivore, ça devrait s'arrêter avec le budget 2023. Oui, mais depuis la nuit des temps, l'effort de guerre est imposé à certaines entreprises qui constituent au fait un bon panier pour notre finance publique. Et ces entreprises-là, bon, nous l'avons évoqué il y a quelques jours, la faillite, les problèmes de la trésorerie qu'a connu la MIBA, c'était lié à l'époque lorsque Mouzé prenait tout l'argent et il mettait pour l'effort de guerre. Donc, dommage. Mais si jamais on prenait, vraiment, il y a une part de la sécurité, de défense au niveau du budget, vous estimez que ça va aider les entreprises à faire autre chose. Messieurs Gère, dans le management orthodoxe d'un gouvernement ou d'une république, il faut faire la part des choses. Les gouvernements ne peuvent pas endosser ces charges de responsabilités aux entreprises publiques. Pourtant, celles-ci payent déjà les taxes de l'État et les impôts. Et c'est là où moi je dis, on connaît un problème de captage réel des redevances de l'État, puisque déjà ces entreprises se retrouvent déjà contributrices des dépenses de l'État, et bien, et aussi à ce moment-là, les dirigeants profitent pour dilapider les deniers publics de l'État. C'est une pratique à arrêter définitivement, puisque ça dénote de la gouvernance classique des États. Ça, c'est une pratique, je le répète, à arrêter catégoriquement. Pourquoi? Puisque c'est cette histoire-là qui nous envoie dans ce que j'appelle la délinquance des gouvernances financières. Et ça a été un problème. Voilà, on va terminer cette émission parce que le temps nous est parti fait défaut. Je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous parlons de ce budget 2023. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir, parce que nous venons de suivre Yves Béassola, l'un des mouvements citoyens, et dit, en tout cas, cette fois-ci, ça ne sera pas comme par les passés. Nous décrions le dépassement budgétaire ou la mauvaise répartition, l'injustice et tout dans la répartition des dépenses, mais cette fois-ci, si on on fait le même constat, je crois qu'il y aura des actions à mener. Parce que chaque année, ça a toujours été un silence radio du côté des mouvements citoyens par rapport à ça. Je pense que les députés nationaux, les sénateurs ont été à vacances parlementaires. Je pense qu'ils ont capté les vraies préoccupations profondes des citoyens à la base. Et vous avez vous-même compris que selon le président actuel de la République, il veut renverser l'échelle, ça veut dire partir du développement à la base, en prenant en compte les territoires. Il faut au même moment renverser l'échelle de notre budget. C'est-à-dire que les gros des dépenses doivent rentrer dans le développement de nos territoires, c'est-à-dire le développement à la base, et que la sommité qui sont les institutions politiques aient le minimum des frais de fonctionnement. Donc, il faut arrêter cette histoire où les institutions... Ou peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a un auditeur qui l'a dit, le chef de l'État attend peut-être le deuxième mandat pour marteler sur cette question, pour inverser ces budgets comme vous le souhaitez, que ce soit réellement sur la base. Parce que pour le moment, à une année, on ne le sentira pas, parce que c'est tout un processus de développement à la base. La population n'attend pas le deuxième mandat pour être satisfait de ses besoins. Je le dis, si nous voulons faire de notre... Mais ça ne sera pas non plus par un coup de bâton magique en une année électorale. Je ne pense pas que c'est dans une année qu'on va calculer les vrais développements, mais il faut commencer. Et c'est là où je dis, retournons notre budget, que ça prenne compte des besoins de base, et que les institutions politiques ne prennent pas les gros du budget comme c'est le cas actuellement avec les budgets de... Et c'est là que j'interpelle tous les députés nationaux qui me suivent, tous les sénateurs qui me suivent, qu'ils tiennent compte des besoins de leur population, sinon la sanction les entend. Voilà, sanction, c'est 2023, lors des élections, ou bien sanction avec des marches comme mouvement citoyen. Je crois qu'avant tout, l'Assemblée nationale, qui est le patron du budget congolais, est l'émanation du peuple.
et que tout ce qu'ils doivent poser comme acte, ils doivent se rendre compte que ça satisfasse aux besoins de leurs électeurs. Et il est important, puisque je dis chaque député maintenant a les cahiers des préoccupations de sa base. Ils ont été à vacances parlementaires, ils doivent les inscrire dans les budgets. Vous avez vu déjà un député provincial décrier les faits que son territoire est oublié. Voilà, il s'agit de Jean Chiyongo, député provincial élu de Chikapa, qui accuse notamment les ministres du budget d'avoir oublié volontairement d'aligner son territoire dans ses projets. Ça, c'est prêter des intentions également, parce qu'on ne sait pas utiliser les termes volontairement. Bon, c'est discutable. Sylvain Aguenodo, vous êtes analyste économique. Merci de nous avoir accepté, d'intervenir dans cette émission. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi bisonyoso. Commentaire à mingi atenete binonde batuko pesa o abino ba commenter parce que problème tozana ngwawa. Et belé va soulever problème ya ba congolais. Mais là on a sepé l'émission, ba féliciter na gouvernement pour la komisa montant. Deuxièmement, ba féliciter Alingete pour la musala zo sala ya budget. Na ndenge ba mbongo ya donc ka patrie financière ba sale effort pour la kozwa ba mbongo. Mais problème tozanango awa. Oh toujours les olobama. D'abord il y a Fardis. Biso zo senga loka ba mbongo ekotibui. Tomona armée ya makasi. Tout le monde va sombre ba grand minduki oyo ba voisin ba banga biso pona libela. To maintenir ba frontière na biso ya ngone ko sala ki. Bato ba yiba suba minérité, c'est ça la solution. So que armée ko makasi, police ko makasi. Ba komi ebele ya mingi partout. Ba mati budget nango. Partout contrôle les amakasi. Bato ba yiba ka ba minéré ba ko yiba te. Alors okomona ki mbongo bani kokota esuko leka peuple social à congolais kosa et kosa amélioré. Donc et ça vraiment la clé. Donc armée, police et ça c'est un territoire parce que ça n'a pas matière et zo yiba. Voilà ça premier point. Deuxième point, va réduire ba mbongo ya ba institution. Ba salaire ba ministre, ba salaire ba député, ba réduire ba salaire na bango. Momona que social ba congolais ko s'en sortir le ba réduire ba train de vie na bango. Parce que ba lobe que train de vie za makasi. Tous basé ko critiquer le bosso ba mon que na l'air afatipe train de vie za pe makasi. Alors gouvernement me ko revoir ngo pour aimer ko aider ba congolais. Bande ko mboka oyo ko changer talaka budget pamba tozaki na ba 6 milliards to comme na 14. Donc c'est un progrès yangona malgré les hauts et les bas malgré social ba congolais za ko improver et za ko s'améliorer mais tozomona que to ke na direction kito mais zo sengete bande ko nyonso tous à l'ensemble pour mboka na biso za la protéger. Alors bande ko to bano comme on a fait mission bon continuer ka ko s'abonner massivement pour toi la nobe mission bobo partager chaîne otoza besoin chaîne ya munene neti Congo News 24 et ko aider biso ko le 14 à deux chaînes et ko aider vraiment biso nyonso bande ka Congo pour balingi mboko avancer te biso telemela bango. Alors bande konanga c'est à ce point to comment clôturer mission na biso bon continuer ko s'abonner massivement bon partager. Au revoir, à la prochaine.